Parce que la création de contenu, ça fonctionne comme ça. Vous avez beau taffer comme des oufs, vous avez beau mettre toute l'énergie que vous voulez, il y a bien sûr une part de talent dans ça et dans à quel point vous allez réussir à toucher des gens et du grand public avec ce que vous faites. Mais il y a aussi un énorme facteur chance. Il y a des gens, ils sont trop marrants, ils sont trop forts, ils sont trop intelligents, ils sont trop passionnants et ils auront jamais rencontré la bonne personne et ils perceront jamais comme un Maxime Biaggi, tu vois. Alors, pour vous expliquer un peu la situation, ma situation sur Twitch, je sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre, il y a eu un gros changement sur la page d'accueil de Twitch. Je crois que j'en avais un petit peu parlé. Twitch, ils ont pris la décision de modifier leur édito sur la page d'accueil. Auparavant, tu pouvais demander à accéder, à être mis en avant dans le carrousel, donc en haut de la page d'accueil de Twitch. Et il y avait un système de recommandations informelles dans lequel tu n'étais pas forcément au courant que tu étais dedans, mais ça affichait ton live en recommandé sur la page d'accueil, dans la colonne de gauche, ou parfois sur la page d'accueil en soi, pas dans la partie carrousel, mais en bas. Et Twitch, quand ils ont sorti la nouvelle version de leur appli, ils ont refondu leur page d'accueil. Et ils ont... en fait, ils ont complètement abandonné ce système de liste blanche dont on savait plus ou moins qu'elle existait. C'était une sorte de légende dont on se parlait entre streamers et streameuses en se disant toi aussi t'as des stats un peu chelous ces derniers temps. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que j'ai été mise dans cette liste blanche à un moment parce que j'avais fait plusieurs demandes de live en page d'accueil, notamment, vous savez, quand je faisais des lives 12 heures, on avait fait un live pendant le 8 mars BFF avec Mimi à l'époque. Et on avait été mise en avant. Quand tu te retrouves dans le carrousel de la page d'accueil, tout de suite, tu peux avoir entre 2000 et 4000 personnes, 2000 et 4000 viewers sur ton live. C'est pas forcément des gens qui sont en train de te regarder activement. C'est simplement que ton live, en fait, ils le voient dans le carrousel. Donc, mécaniquement, t'as un chiffre de viewers qui est complètement pété, quoi. Et à partir du moment où ils te mettaient en avant dans ce carrousel, je pense que t'avais une sorte de système de transfert où tu te retrouvais un peu dans ce que nous on appelait entre nous cette sorte de liste blanche de Twitch dans laquelle t'étais régulièrement recommandé sur la page d'accueil. Et ça se voyait notamment dans les statistiques quand ils ont commencé à nous donner accès à nos statistiques dans notre tableau de bord sur Twitch. On pouvait savoir si les gens venaient de Niemesia, de Cassandre, de je sais pas qui sur Twitch, quoi. On pouvait savoir si les gens venaient de là, s'ils venaient de Twitter, s'ils venaient d'un autre réseau, s'ils venaient de la page d'accueil de Twitch. Donc, tu savais que t'avais été un peu mise dans une liste blanche à partir du moment où, 90%, en général, c'était 80% des viewers étaient étiquetés comme venant de la page d'accueil. Donc moi, moi je pense, je peux peut-être vous montrer ça. Voilà, je vous montre mon tableau de bord Twitch pour vous expliquer un peu comment Twitch fonctionne aussi. Dans votre tableau de bord, là j'ai mis du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Moi sur Twitch, j'ai toujours été consistante. Je m'étais mise comme objectif de toujours être là au minimum 2 fois par semaine, voire 3 fois avec l'émission BFF ou Tea Time qu'on faisait avec Mimi. J'ai lancé ma chaîne Twitch en avril 2021. On est du coup en avril 2025. Bon anniversaire. Ça fait 4 ans. J'ai commencé ma chaîne Twitch avec 100 viewers en moyenne. Ce qui est une énorme chance parce que j'ai été portée 200 000 €. Non, c'est le nombre de spectateurs uniques. J'ai été portée notamment par de la recommandation d'autres streamers, vu que à l'époque, moi j'étais dans
dans le lore d'Annie et Raz, Zawa Prod. Il n'y a pas eu forcément de raid, c'est même sûr, en fait, il n'y a eu aucun raid de leur part vers ma chaîne ou quoi, mais comme j'étais apparue dans des lives 2-3 fois d'Annie, les gens savaient que, enfin, m'avaient identifié. En plus de ça, moi, en fait, j'ai une existence publique depuis plusieurs années, je suis une personnalité publique depuis plusieurs années, même si je suis une toute petite personnalité publique, puisque j'ai monté les internets. Du coup, je suis très identifiée dans le milieu de YouTube et un peu plus tard, du coup, de Twitch. Et je bossais chez Mademoiselle, où j'étais aussi, du coup, une personnalité publique. Et donc, mes débuts sur Twitch, ils ont été facilités par ça, puisque j'ai tout de suite eu une communauté d'une centaine de personnes en moyenne qui me suivaient et qui me soutenaient. Et franchement, moi je suis plutôt contente de ce que j'ai fait sur cette chaîne Twitch. Tu vois, toute la méta React, de pouvoir parler de plein de sujets de société, venir dénoncer des trucs aussi qui se passaient. C'était marrant, toute l'ère TikTok avec des gens qui découvraient l'algorithme de la CAF qui est discriminant et qui derrière me disaient dans la rue, mais t'es la meuf de TikTok, je t'ai vu, tu t'es énervé sur la CAF. Enfin, tu vois, il y a eu des arcs quand même qui étaient un peu marrants. Là où moi je passais plus de temps sur Twitch que sur TikTok en plus derrière, quoi. Et ça m'a bien plu de faire ça. C'était une vraie respiration même dans mon taf, sachant que j'ai jamais voulu que Twitch soit mon activité principale, puisque c'est pas un vrai modèle économique que j'avais moi autour de ça, la création de contenu. Mon boulot principal, c'est d'être productrice sur le web, donc de venir aider des gens, des créateurs et des créatrices de contenu, notamment dans les milieux de la vulgarisation, à se concentrer sur leur travail de création et à pas se prendre la tête avec des bails d'entreprise, de recrutement de personnes, de payer les gens, de comment est-ce qu'on monte un projet et tout. Et donc moi je les accompagne au quotidien, aller chercher des thunes auprès du CNC ou des choses comme ça. Je les accompagne au quotidien là-dessus depuis 5 ans. Maintenant ça fait 4 ans que je fais ça en indépendante, notamment comme vous le savez avec Manon et le Culture Fest. Et puis après j'ai monté mes propres projets, Better avec Nawel et d'autres projets qui m'ont fait kiffer. Et donc Twitch a toujours été cet à côté, mais un à côté que j'avais pas envie de négliger non plus, et c'est pour ça que je suis restée consistante, toujours 2 lives par semaine et le petit format avec Mimi 1 fois par mois au minimum, parce que je kiffais trop ça. Ça s'est passé comme ça pendant 3 ans et demi, et ça roulait. En fait, l'année dernière, bien sûr, il y avait des semaines où, tu vois, la semaine de Better, je pouvais pas être là. Je prenais parfois une toute petite semaine de vacances, mais comme les streamers, en fait, tu prends une semaine de vacances tranquille, quoi. Et ça se maintenait aussi au niveau de mon modèle économique. J'étais entre 500 et 600 euros qui rentraient par mois pour tout ce taf que je faisais sur Twitch. Donc plutôt satisfaisant, avec en plus une certaine reconnaissance de la part d'autres personnes du milieu de Twitch, tu vois, des streamers et des streameuses qui viennent me parler en me disant ouais, je vois ce que tu fais, je me retrouve dans les politiques scale, les cartographies des streamers sujets de société politique. Moi ça me va, tu vois, d'être en plus étiqueté à gauche dans un milieu dans lequel justement j'estime pouvoir apporter des discours politiques de façon différente. C'est aussi pour ça qu'à la base je suis venue sur Twitch. C'est parce que moi j'avais envie de montrer qu'on pouvait parler de sujets politiques sans faire de la politique art Sciences Po, qu'on pouvait en fait, moi ça m'intéressait pas, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises, ça m'intéressait pas de venir commenter les derniers faits et gestes de Mélenchon, de LFI et je sais pas, d'autres actualités politiques un peu entre, tu vois, le politique scale il va de Jean Massier à Dany Erras, quoi, quand tu parles de sujets de gauche sur Twitch. Moi ça m'intéressait pas de l'aborder comme ça, je préférais l'aborder à travers des sujets du quotidien, des sujets de vie, quoi. C'est pour ça que j'aime bien le React, c'est pour ça qu'on a écouté beaucoup d'histoires de gens ici, et qu'on va continuer à le faire, hein. Spoiler, je ne ferme pas ma chaîne Twitch, mais je vous explique mon process de réflexion là. Et donc ça me plaisait bien de le faire comme ça, d'amener aussi mes takes sur des sujets féministes quand je voyais qu'il y avait en fait des prises de position catastrophiques, notamment sur les problématiques de harcèlement des meufs. À chaque fois je trouvais les prises de position
cata. J'étais pas d'accord avec, avec pas mal de militantes, pas mal de process et de discours militants, et de par mon expérience, moi, associative et militante, j'avais envie aussi de montrer qu'on peut réfléchir aux choses différemment, quoi. L'ego de la meuf. L'ego de la meuf. Surdimensionné. Et c'est pour ça que je maintenais aussi cette constante-là, quoi. C'est ça qui me faisait kiffer. Tiens, Marie veut pas aller faire un bon reportage, je veux pas aller à Bourbon, bizarre. Ouais. Et donc j'étais là-dedans, et voilà, à l'été 2024, il a commencé à y avoir les premières modifications de la plateforme et de la page d'accueil sur Twitch notamment, et ça a bien commencé à se faire sentir. Tiens, attendez, je sais pas. Et donc vous le voyez, entre 2023 et 2024, j'étais à 324 spectateurs en moyenne, et entre 2024 et 2025, je suis retombée à 251. Si vous êtes là ces derniers mois, je pense que vous le voyez, je suis même descendue plus tôt. Là, en fait, déjà, quand on est 200, on est beaucoup, quoi. Enfin, moi, je fais plus des lives en ce moment où on est 120. Donc plus comme je l'étais au tout début. Donc forcément, ça a des implications, moi, sur mon modèle économique et sur la façon dont je perçois ma création de contenu sur Twitch. J'ai eu des périodes où je me suis dit ok, je vais taffer plus mes lives, je vais vraiment venir avec je veux venir avec des idées un peu nouvelles, fraîches. Peut-être qu'il faut que je change de méthode. J'ai tenté de changer mes horaires de live, et je pense que vous le voyez là, du coup, sur le graphique, vous voyez le changement de page d'accueil de Twitch. Début août, ils ont commencé à implémenter les premiers changements sur la plateforme. Et à partir de là, ça a drop. Enfin vraiment, mais ça a drop, vous voyez, de façon hyper marquante. Ça a complètement drop. Donc ça a été assez décourageant déjà à cette période-là. Ça a été assez décourageant à ce moment-là, parce que moi je me suis rendu compte que donc une partie de moi, ce que je pensais être des viewers consistants de ma communauté, étaient en fait des gens à qui mon live était affiché sur la page d'accueil sans qu'ils fassent aucune action dessus. Donc une grosse partie des viewers que moi je pensais actifs étaient en fait passifs, même si bien entendu moi dans les stats je vois bien derrière le nombre de personnes qui viennent commenter dans le chat, je vois bien les pseudos qui reviennent, j'ai accès au nombre de personnes qui commentent dans le chat pour chacun des lives. Enfin, bien sûr, je voyais que mon noyau dur de la communauté, il était plutôt autour de 200 personnes plutôt que de 450-500 comme là j'ai pu y être autour de 2024, quoi. Plot twist, j'ai jamais été follower de ta chaîne, je le savais. J'ai toujours été sur la page d'accueil. et donc ça a été un peu un coup dur, et je me suis, dans ces moments-là, tu fais putain, en fait, moi ce que je croyais être une sorte de mouvement plus important ne l'était pas autant que ça, et surtout je me rends compte que je plafonne, en fait, j'arrive pas à acquérir des nouvelles personnes sur le live, j'arrive pas à faire venir plus de gens sur les sujets, et donc moi je chéris la communauté qu'on a créée ensemble. Il y a des gens, ils sont là, je le sais, depuis 4 ans. Ils étaient là jour 1, premier live que j'ai lancé en avril 2021, je sais qu'il y en a qui étaient là, quoi. Et puis après, c'est normal, tu vois, il y a des gens qui viennent, ils repartent. Moi j'ai aussi bougé depuis 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis ces 4 ans là. Et donc je comprends que en fait j'arrive pas à dépasser ce plafond, ce plafond de verre, et là je suis dans un truc de frustration où j'ai l'impression de tirer. Je continue pendant plusieurs mois, là, comme vous le savez, du coup, à faire mes lives. Entre-temps, bien entendu, pour répondre à ta question, Wilmo, j'écris à Twitch, qui, bien sûr, ne me répond pas de façon consistante. Je leur dis, je comprends pas ce qui s'est passé. Je suis passée de 450 viewers en moyenne à 150 viewers en moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, genre, trop bizarre. Le support de Twitch me répond...
Oui, alors pensez bien à mettre des tags. D'accord. Merci Twitch. Salut Spixix, merci beaucoup pour le 27e mois d'abonnement. La réponse de chatbot. Non mais je te jure, vraiment, j'ai pété mon crâne. J'ai dit mais je leur réponds, je leur dis c'est pas une question de tag les gars. Je sais que c'est pas une question de tag. J'ai rien changé dans mes lives, mes tags et tout qui sont là. N'hésitez pas à réfléchir à vos formats et tout. J'ai fait vas-y, je pète mon crâne. Je sais. C'est un truc technique, j'en suis persuadée. Moi, je leur dis, est-ce que vous avez changé quelque chose au niveau de l'algorithme de la page d'accueil? Parce que moi, je sens qu'il y a eu une modification. Ils sont là, non. Je fais, ok, on se fout de ma gueule, donc je vais essayer de parler à des gens, des vrais gens de Twitch, en fait, et pas à une personne robotique. Et j'essaie de choper, du coup, des contacts chez Twitch. Alors moi, les contacts que j'avais ne sont plus là, donc j'envoie des mails dans le vide, j'ai pas de réponse, et je finis, du coup, par en parler avec Fibre. Réussir à en parler avec Fibre Tigre, qui lui connaît bien les gens de Twitch parce qu'il fait beaucoup de formats assez ambitieux sur la plateforme, et il finit par leur envoyer ma requête à une personne qu'il connaît. Et la personne du coup répond oui, on a changé la page d'accueil. En fait, auparavant, on avait un système de recommandation, on a changé la page d'accueil et maintenant on ne met en avant que des personnes qu'on éditorialise à la main. Donc c'est pour ça la baisse des stats. Bah ok, dommage. Fuck me I guess. J'en parle en plus avec d'autres streameuses. On est beaucoup de streameuses à avoir été mises en avant pendant les mois, vous savez. Sur Twitch, il y a des mois qui sont éditorialisés, le mois de mars pour les droits des meufs, le mois de juin autour de la Pride, et c'est des moments où Twitch y met en avant en général des petites créatrices ou des personnes LGBT qui en général n'ont pas autant de visibilité, et ils les foutent en page d'accueil et tu tapes du 2000 viewers alors que d'habitude t'es à 50 personnes quoi. Et donc on est beaucoup de créatrices et de personnes queer à avoir été mises dans ce type de liste de recommandations et d'ensuite avoir bénéficié de cette sorte de liste blanche quoi, qui nous amenait régulièrement des nouveaux viewers parce qu'il y avait toujours la recommandation sur la colonne de gauche. Et donc du jour au lendemain ils ont décidé de virer ce système là sans nous prévenir que déjà ce système de liste existait, parce que je vous dis c'était un truc dont on discutait de façon informelle, mais personne chez Twitch ne voulait nous valider cette mécanique-là, nous dire que oui ça fonctionnait comme ça, tu vois. Et on a commencé à s'en parler parce que en fait la découvrabilité elle est beaucoup moins importante, on se retrouve donc à atteindre un plafond de verre quoi. La vulgarisation sur Twitch c'est très difficile, la plateforme elle est pas faite pour ça à la base, c'est une plateforme qui est faite pour le divertissement, le jeu vidéo, les gens ils viennent ici pour s'amuser, donc toi tu viens parler de sujets de société, déjà t'es un peu à côté. Je me souviens de Jean Massier à l'époque quand il a commencé sur la plateforme, il a beaucoup lutté pour trouver sa place, et ce qui a permis de lui donner une forme de reconnaissance, c'est d'être invité au premier The Event. Et à partir du moment où il a fait ce type d'événement-là, bien sûr, en fait, là, il y a eu une acculturation, on a accepté que ce serait le gars qui ferait de la vulgarisation politique sur la plateforme, il y a eu moins de résistance, même au sein des équipes de Twitch. Jean, il a même pu commencer à discuter avec les équipes de Twitch en direct, quoi. Donc ça a donné forcément lieu à d'autres types de créateurs et de créatrices qui sont arrivés sur la plateforme, qui se sont lancés dans les sujets politiques. Il y a eu d'autres streamers et streameuses qui sont arrivés, qui en ont inspiré d'autres et qui ont permis aux gens de se rendre compte que c'était possible de faire de la vulgarisation de sujets politiques. Voilà, Klemovic, beaucoup de gens qui ont été inspirés par ça, et ce que je trouve vraiment très bien, parce que je pense qu'on avait besoin de cette culture de sujets de société et de politique sur la plateforme, qui touche un public qui est assez précis et qui est en général assez éloigné de ces questions-là, quoi. Ouais, il me semble, Waste, que Jean il s'était fait ban au début car il faisait pas du jeu vidéo. Je crois que t'as raison. Donc voilà, moi j'arrive aussi dans ce contexte-là en me disant bah trop bien, il y a des voies qui s'ouvrent, j'ai envie de participer à ce mouvement-là quoi. Et puis en plus j'ai toujours eu moi dans ma vie pro des espaces dans lesquels je pouvais m'exprimer sur des sujets qui me tenaient à cœur. Quand j'étais chez Mademoiselle, j'écrivais des articles sur des sujets de société qui me tenaient à cœur. Avant j'avais un blog sur lequel j'écrivais des articles aussi sur comment fonctionne le milieu de YouTube,
quels sont les changements. Enfin, ça a été de là aussi que sont nés les internets, l'association que j'ai créée après. Et une fois que je suis partie de Mademoiselle et que j'avais plus mon blog, moi j'avais envie de continuer à avoir des discours sur internet sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Donc la chaîne Twitch, ça m'a paru être le meilleur moyen. Ça a été le meilleur moyen pendant vraiment longtemps. Mais ça m'a un peu kické, ça a un peu kické dur là du coup quand il y a eu le changement de page d'accueil. Et j'ai senti là en fin d'année que j'étais en train de m'essouffler. Que j'étais en train de m'essouffler dans les sujets que j'avais envie de traiter, d'amener, dans même la façon dont je discute avec vous et dans la consistance de mes propos. Enfin, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je veux dire, mais j'étais un peu dans un truc de putain, mais j'ai l'impression de faire un live normie, tu vois, d'enfoncer des portes ouvertes, de rien raconter, de rien amener d'intéressant de plus que ce que d'autres personnes amènent déjà sur la plateforme, sur les réseaux. Enfin, vraiment, ça m'a... Tu sais, je regardais les reportages et je me disais « Ah, ce truc, il a l'air trop bien. » Bon, bah, il a déjà été vu par 3 autres personnes sur Twitch, quoi. Et merci à Sophia, c'est gentil. Et je sais que de votre point de vue, je pense que c'est grave possible que je n'amène pas les mêmes choses que d'autres streamers et streameuses que vous regardez, mais moi j'ai eu le problème, c'est que j'ai eu cette impression constante pendant plusieurs mois. Tu as contribué à refaire ma culture de boomer, j'ai entendu ici des choses que j'ai rarement ou jamais entendues. Ah, merci Skyjo, c'est trop sympa, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Un jour, je suis tombée sur Twitch chez Agathe Oprou, l'ancienne chroniqueuse des TPMP. Waouh! Ah ouais! Waouh! Voilà, à l'automne 2024, je me rends compte que je suis en train de m'essouffler et que je sais plus dans quelle direction je vais. Même vous le voyez. Au début, j'ai une problématique d'ascenseur, travaux d'ascenseur pendant plusieurs mois. Donc, je déplace mes lives en soirée. Je pense que ça nique encore plus ma chaîne parce que je sais plus. En fait, les gens ne savent plus s'il faut venir à 17h ou à midi. Mon format qui était Marie qui graille en mode on fait une pause déjeuner ensemble, bah, ça change aussi ma communauté parce que je pense que je passe d'une communauté de gens qui étaient là sur la pause déj à des gens qui sont en train de rentrer du taf. Enfin, il y a aussi un petit shift, tu vois, dans la façon dont les gens peuvent venir sur les lives. Merci beaucoup, merci Ludie, merci pour le don de 5 balles sur Ko-fi, merci beaucoup. Merci, c'est trop sympa. Merci pour ton soutien financier. Je disais du coup là que comme j'allais modifier sur ma stratégie sur Twitch, n'hésitez pas à faire... Soit vous mettez un Prime, soit vous faites des dons plutôt sur Ko-fi pour pas donner l'argent à Twitch parce que vraiment, je pense que c'est mieux de donner sur Ko-fi, quoi. Perso, je pouvais plus venir à tes horaires du soir, j'étais sur la route. Bah ouais, c'est ça, Anicia, ouais. Et donc moi-même, je me suis perdue dans ces horaires, tu vois, est-ce qu'il faut que je stream le midi, est-ce qu'il faut que je stream le soir? Je pose la question le midi, on me dit bah il faut que tu streames le midi, je pose la question le soir, on me dit il faut que tu streames le soir. Enfin, je suis un peu, tu vois, je me perds là-dedans, mais je me perds aussi même dans ma ligne édito de qu'est-ce que j'ai envie d'amener, quoi. Donc un peu paumée, sauf que à l'automne 2024, moi je suis déjà en discussion avec France Culture pour faire cette chouette émission au pied sur terre. Pour avoir Sonia Kronlund en entretien et pour React en direct de France Culture avec un épisode des Pieds sur Terre que j'ai en exclusivité. Donc au moment où je m'essouffle sur Twitch, je suis en train de faire un projet que j'ai envie de faire depuis le lancement de ma chaîne, quoi, littéralement, quoi. Donc je me dis je peux pas m'arrêter maintenant parce que ce serait trop bizarre déjà même par rapport à France Culture en fait ils vont faire une collab avec une meuf qui est en train d'envisager de réduire sur Twitch. Enfin tu vois, il y a un peu un truc de c'est pas stratégique de le faire maintenant, quoi. Je vous donne vraiment là je suis hyper transparente, hein. Je vous donne tous les tenants et les aboutissants de ma réflexion. Et donc je me dis bon bah il va falloir que je continue, il faut que je maintienne mon rythme au moins jusqu'à cette collab avec les Pieds sur Terre et je verrai à ce moment-là ce que j'en fais. Puis j'ai quand même une croyance aussi, tu sais, les créatrices de contenu à Better, je leur ai parlé d'un concept dont je trouve on parle pas assez quand on est créateur et créatrice de contenu, qui est le biais d'engagement.
et dont je vous ai parlé ici en live. C'est même vous qui m'avez dit que c'est même vous qui, dans le chat, qui m'avez dit que ça avait un nom, mais je trouve que c'est très présent dans la création de contenu, ce biais d'engagement. Vous savez, c'est si vous êtes dans une relation, c'est cette idée selon laquelle... putain, ça fait quand même 5 ans que vous êtes dans cette relation. Ce serait dommage de gâcher ça parce que vous en êtes quand même arrivé à ce stade-là de la relation. Donc vous avez l'impression que vous pouvez plus faire machine arrière, que ce serait du gâchis de vous arrêter à ce moment-là. Quand vous êtes dans de l'entrepreneuriat, en fait, il y a la même dynamique. Quand ça fait 4 ans que tu as ta chaîne Twitch, que tu as ta commu, que tu as eu des projets chouettes, que tu es suivi, que tu as des retours, tu te dis mais je peux pas m'arrêter là, en fait, ça fait 4 ans que je suis dans la création de contenu. Qu'est-ce qui me dit que demain, je vais pas faire la collab, je vais pas avoir l'opportunité, je vais pas rencontrer la personne, je vais pas avoir l'idée qui va faire que ça va exploser. Parce que la création de contenu, ça fonctionne comme ça. Vous avez beau taffer comme des oufs, vous avez beau mettre toute l'énergie que vous voulez, il y a bien sûr une part de talent dans ça et dans à quel point vous allez réussir à toucher des gens et du grand public avec ce que vous faites. Mais il y a aussi un énorme facteur chance. Il y a des gens, ils sont trop marrants, ils sont trop forts, ils sont trop intelligents, ils sont trop passionnants et ils auront jamais rencontré la bonne personne et ils perceront jamais comme un Maxime Biaggi, tu vois. Je trouve que ça se vérifie d'ailleurs dans les groupes de mecs marrants. T'as des gars pour qui ça cartonne et d'autres pas, parce que à un moment ils auront eu une opportunité. Et le facteur chance, les gars, mais il est essentiel. Rien ne peut se passer sans ce facteur chance, quoi. Alors bien sûr, il y a des chances que tu provoques quand tu fais du networking, quand tu vas aux soirées Webedia, si t'es présent H24 sur la plateforme, bien sûr, ça augmente tes chances d'être vu par plus de gens. Enfin, c'est pas parce que t'as une implication sur ce facteur chance que ça veut dire qu'il va arriver, quoi. Comme je vous le disais, à l'automne, je me rends compte que je suis en train de tirer. Et s'il y a un truc que tu peux pas faire, franchement, sur Twitch, pour moi, c'est vraiment... C'est véritable. C'est une plateforme de l'authenticité, Twitch. Tu peux pas venir raconter... tu peux pas faire crari, tout va bien quand ça va pas. Moi, je le vois des semaines où j'étais moins bien parce que j'avais des bails de taf, parce que j'avais des bails perso, parce que j'avais des bails de santé. En fait, désolé, quand t'as pas l'énergie, t'as pas l'énergie. Et il y avait des moments où de faire le live, bien sûr, ça me tire vers le haut parce que vous me changez les idées, c'est trop cool. C'est une vraie respiration de faire un live dans les moments où t'as la tête dans le guidon et ça se passe mal sur certains aspects, tu vois. Mais en même temps, ça demande une énergie de malade. Et donc moi, je sortais des lives encore plus épuisés de ça, et ça me fait aussi que j'ai été obligée de mettre une autre forme de création de contenu de côté. Coucou la dame métal, hello Alani, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai quand même tiré jusqu'à ce chouette partenariat avec France Culture et Les Pieds sur Terre, en me disant que je verrais par la suite ce que je ferais. Moi aussi, je crois que en fait, c'est normal, tu vois, dans ta création de contenu, d'avoir des périodes où tu as envie de faire plus de choses que d'autres. Je sais que ça parle, si Léo est encore là, je sais que ça lui parlera, qu'il y a des périodes dans lesquelles tu as envie d'autister sur une vidéo YouTube, et il y a d'autres périodes où les lives, ça te fait du bien parce que ça te sort la tête d'un quotidien qui est compliqué. Et c'est normal de naviguer entre les deux. Parfois, c'est les deux en même temps. Parfois, tu as envie de faire les deux en même temps et tu te crames là-dedans. Et moi, j'ai fini du coup par trouver une forme de lassitude là dans mon format React du mardi et du jeudi, en plus de me perdre dans mes horaires, quoi. Est-ce que c'est le midi, est-ce que c'est le soir? Plus personne n'y comprend rien, ni même moi, j'y comprends plus rien, quoi. Même relation toxique avec la création de contenu en ce moment aussi, je comprends. Ah ouais, bah ouais, désolé Miley Mouse, mais je pense qu'on est... c'est pour vous dire que ça fait partie du process, quoi. C'est pas quelque chose de... En fait, c'est pas quelque chose de grave, hein. C'est juste que, du coup, pendant plusieurs semaines, là, plusieurs mois même, je me suis retrouvée à me dire, putain, j'ai envie d'avoir cette discussion avec vous, là, sur tout ça. Mais en même temps, c'est compliqué. J'ai pas envie d'être plaintive dans la façon dont je vous amène le sujet. Je veux...
Et le problème, c'est que je l'ai trop été, tu vois. Il y a trop de lives là, du coup, ces derniers mois où justement, en fait, je badais sur les stats et où vous étiez là et vous le voyez, quoi. Où j'étais là, en fait, trop chiant de mettre énormément d'efforts là-dedans, de mon point de vue. Même si n'importe qui analyserait ma chaîne me dirait, boy, mais t'as mis de l'effort dans des trucs qui servent à rien. En fait, fallait mettre de l'effort là-dedans, tu vois. Enfin, voilà. Et où du coup c'était assez insatisfaisant, quoi. Depuis que j'ai accepté que je devais mettre sur pause les streams quand je suis en prod de vidéo, ça va beaucoup mieux. Bah ouais. Enjeu de santé mentale de ouf, hein, en vrai, hein. J'arrive, je sens que Marie va dire qu'elle prendra une pause sur Twitch comme Mathieu. Voilà, Clem. C'est ni grave ni étrange, c'est un process normal quand tu évolues avec ta vision et tes créations. Ouais, et puis ça fait, je trouve que ça fait partie de, voilà, ça fait partie de ton parcours en tant que créateur et créatrice de contenu. Vous savez, moi, c'est la 3e année que j'organise Better, donc la résidence, la formation pour les créatrices de contenu qui font des sujets de vulgarisation. Et c'est fou parce que à la fin de la semaine, ma grande satisfaction, c'est qu'elles sortent toutes en disant: j'assume que j'ai le statut de créatrice de contenu. Maintenant, je sais que c'est un métier et j'assume ce métier, j'assume ce statut là où auparavant je ne l'assumais pas forcément. Il y en avait certaines qui avaient déjà fait le chemin et qui y étaient. Mais à chaque fois, je suis très surprise d'en voir qui, dès le 2e, 3e jour, me disent en fait, j'assumais pas ce statut et maintenant je comprends que c'est un vrai. Que je peux me définir en tant que créatrice de contenu et que c'est un vrai truc, en fait, qu'on va pas se foutre de ma gueule quand je vais dire ça. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et moi, je l'ai découvert la première année. Je le savais pas. En fait, à force d'entendre des gens intervenir sur ces sujets-là, je me suis dit, mais moi, en fait, c'est aussi mon problème, c'est que je m'assume pas en tant que créatrice de contenu. Donc, ça a été des réflexions de plusieurs années, hein, pour moi, sur comment est-ce que je peux concilier ma création de contenu et le fait d'avoir envie d'avoir des discours sur Internet sur des sujets de gauche qui me tiennent à cœur, et tout en maintenant mon activité qui me permet de payer mon loyer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vivre de cette création de contenu. Je n'ai jamais fait le pari de tout arrêter à côté pour essayer de tout miser sur ma création de contenu. Aussi parce que je vois beaucoup de créatrices et de créateurs de contenu de gauche qui sont sur des sujets de vulgarisation politique et de sujets de société, qui se retrouvent dans la précarité, même en faisant le choix de mettre toute leur énergie et tout leur travail dans de la création de contenu. Il y a un monde, tu vois, dans lequel j'aurais pu dire à un moment, j'arrête de bosser avec Manon, j'arrête Better, j'arrête le Culture Fest, je me mets full Marie Kigaille, je passe à 4 lives Twitch par semaine, j'en fais des vidéos YouTube qui sortent automatiquement sur ma chaîne YouTube, et je redistribue ça en extraits courts et un peu marrants sur TikTok et Instagram. Je fais ça pendant 3 mois et je vois ce qui marche. Et moi, d'arrêter mes projets comme ça, de façon aussi radicale, ça veut dire que si ça marche pas, il faut que je me refasse tout mon réseau derrière, quoi. Ce test-là de 3 mois, déjà, d'une, j'y suis pas allée. Coucou la deck, merci beaucoup pour le 34e mois d'abonnement. Merci pour ton resub. 34 plus 6, 40e mois d'abonnement. J'y suis pas allée, je pense aussi parce que j'en avais pas envie. Parce que je kiffe les projets que j'ai à côté, tu vois. Et moi, dans un monde idéal, franchement, j'aimerais avoir l'énergie pour tout faire. J'aimerais, c'est pas qu'une question d'énergie physique, c'est une question d'énergie créative, parce que quand t'as la tête dans le guidon à gérer des choses administratives avec une grosse charge mentale, c'est très difficile de te dégager du temps créatif. Je n'ai pas pris le temps d'aller marcher toute seule avec mes réflexions. Je n'ai pas pris le temps d'aller m'introspecter sur où est-ce que j'en étais, ce que j'avais envie de faire. Et donc les moments où j'ai des épiphanies par rapport à ma création de contenu, là par exemple sur la vidéo YouTube que je suis en train de taffer sur Hong Kong, ça va être une vidéo très introspective, très personnelle, très intime. Je la souhaite assez poétique aussi. Et elle me demande elle me demande de prendre ce temps d'introspection, de prendre ce temps créatif dans un moment où je suis entre Better et le Culture Fest. Donc 2 projets qui ont été très prenants, quoi. Le truc, c'est que j'ai envie maintenant de me concentrer plus là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis dit, je suis la seule à m'être contrainte à faire 2 lives par semaine. Je suis la seule con à m'être dit, oui, il faut que je sois là le mardi et le jeudi. En fait, si j'ai plus
si pour moi c'est moins naturel de le faire, si à chaque fois je suis dans des réflexions sur les sujets que je vais aborder et tout, et que je tire les sujets parce que parce qu'il faut parce qu'il faut vous parler d'un truc, parce qu'il faut vous divertir, il faut vous changer les idées et tout. En fait, c'est pas la bonne méthode. Donc, tout ça pour vous dire comment est-ce que je vais fonctionner à partir de maintenant. Je n'ai plus de live automatiquement le mardi et le jeudi, mais je vais continuer à streamer. Je garde déjà les tea time. D'ailleurs, je peux vous dire d'ores et déjà que le prochain tea time avec Mimi, qui est l'émission qu'on fait là où on juge des gens, on aime bien ça, il sera jeudi 8 mai, jour férié, fête de la victoire de 1945. Le 8 mai, au soir, on fait un live tea time avec Mimi. Et je vais avoir les lives qui vont continuer avec la Ligue de l'enseignement, qui sont des lives que j'aime vraiment bien, parce que ça me permet d'aller chercher des personnes avec qui j'ai envie de discuter de certains sujets, de faire des échanges sur Twitch que je trouve riches, quoi. Je suis trop contente de l'entretien sur l'extrême droite avec Mathieu Burgalassi. Je suis trop contente de l'émission qu'on avait faite avec Dr Zoé sur les addictions et les psychotropes. Je suis très contente d'avoir eu un rêve d'avoir Hacking Social pour venir parler des sujets de harcèlement, enfin un dream, tu vois, de pouvoir avoir des personnes de si haut niveau dont j'admire le taf. Donc ça, je sais que je vais le poursuivre une fois par mois, au moins donc jusqu'à la fin de l'été. Donc dans tous les cas, il y aura toujours Tea Time et ces lives de la Ligue. Et puis après, je vais fonctionner par affinité. Coucou Cyaniste, hello, ça fait trop plaisir de t'avoir là. Et j'ai fonctionné par affinité. J'ai vu par exemple là qu'il y a un infrarouge qui va sortir, un documentaire infrarouge qui va sortir sur les méthodes de justice restauratrice, un documentaire qui a suivi en prison pendant 1 an un groupe de parole. Le sujet me passionne, j'adore toujours me former sur ce sujet-là, parce que je le trouve très intéressant, même sur la façon dont on aborde ces sujets, nous, dans les milieux militants. Donc tu vois, typiquement là, celui-là, je me suis dit, celui-là, j'ai envie de le regarder avec vous, parce que je sais qu'en React, ça va trop bien marcher. C'est un sujet qui est très affinitaire et qu'on va kiffer voir ensemble. C'est un gros morceau potentiellement, parce que les infrarouges, en général, c'est 1 heure et quelques, quoi. Et donc j'aimerais bien continuer de temps en temps à pouvoir faire des sujets comme ça avec vous, mais je vais assumer d'événementialiser mes lives. Je ne serai plus là par défaut le mardi et le jeudi. Je vous préviendrai sur Instagram, donc je vais vous remettre mon Insta, hein. Sur mon Instagram, je vous préviendrai à l'avance quand il y aura un sujet de live. Sur le Discord, bien entendu, sur lequel je viendrai vous expliquer ce que j'ai envie de faire. Merci Franken, merci pour le 48 mois d'abonnement. Et puis bien entendu, je vais aussi moi profiter de ce temps que je dégage, non pas pour bosser encore plus sur des sujets de prod, mais pour bosser encore plus sur des sujets qui me sont affinitaires dans ma création de contenu, et notamment sur des formats longs YouTube. Ça va me permettre en fait de me poser là-dessus. Donc j'ai 2 projets là dans ma besace qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est une vidéo à Hong Kong qui, comme je vous le disais, serait assez introspective et poétique. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, mais j'ai envie de m'essayer à ce format-là, parce que j'ai envie de faire ça va me faire kiffer. Des belles images et des beaux textes, j'ai envie de faire ça. Et un autre projet là qui est plus un projet de recherche, sur lequel j'ai mis Valentine aussi, et dont j'ai parlé avec d'autres personnes aussi, et dont je vais parler avec d'autres personnes, qui est, là je pense qu'il faut que je l'assume, un vrai projet documentaire sur... je sais pas, Valentine derrière, elle est là, oui, parce qu'elle a envie que j'y aille. Elle a envie que j'y aille, Valentine, sur ce projet qui va être hyper intéressant, un projet documentaire sur un sujet au Japon, dont je suis en train d'affiner l'angle. L'idée, c'est de venir parler de quelques éléments que moi je kiffe, qui me passionnent, la culture japonaise, la société japonaise,
comment nous, on est... oui, Marie.ex, c'est de fonctionner, c'est trop ça. Comment nous, on est fascinés par certains aspects de la culture japonaise au point de se mettre des œillères sur d'autres choses. J'ai pas envie de vous parler de surtourisme, ça m'intéresse pas. J'ai envie de vous parler de musique japonaise, de city pop, de nostalgie, du syndrome du rétroviseur. J'ai envie de vous parler de notre rapport à certaines cultures en période de crise. Et tout ça, j'ai envie de le faire dans un documentaire. Les rues sont trop propres, voilà, ce sera une vidéo, c'est ça. Alex, il vient de, voilà, merci Alex d'avoir spoil, hein. Elle va faire du Louis San, ça va être terrible, voilà, super. T'as tout spoil. Super, hein. J'aimerais vous parler de tout ça avec des entretiens, avec des entretiens avec des personnes qui pourront venir donner un point de vue sur ces sujets-là que des gens ont parfois traité en surface, mais sur lesquels on ne s'est pas penché précisément. Et donc ça me demande un taf, un gros taf d'écriture, un gros taf de recherche là, qui a été commencé notamment par Valentine, qui je pense va être absolument déjà formidable et va beaucoup me faire prendre en avance. J'ai des contacts avec des personnes hyper intéressantes et là je commence à avoir une direction sur où est-ce que j'ai envie d'aller, mais je sais que tu vois, en fait dans un monde idéal, il faut que je me dise je prends un mois où je ne travaille que sur ça et je ne réponds pas aux sollicitations à côté. Je ne réponds pas aux sollicitations du Culture Fest, je ne réponds pas aux sollicitations de Better et tout. Je sais qu'il faut que la meilleure façon de travailler dessus, là pour moi, ce serait de fonctionner comme ça. Donc ça va être mon gros sujet post-Culture Fest. J'aimerais bien aller chercher des thunes sur ce projet-là. Et donc j'ai envie d'aller dans cette méta vulgarisatrice. Au-delà de la création de contenu, j'ai envie d'explorer cette méta vulgarisatrice, peut-être d'assumer aussi que ce que je fais c'est de la vulgarisation de sujets de société, de sujets culturels. Et ça peut être mon projet de cet été, quoi. Les expats qui s'émerveillent pendant 10 ans, jour après jour, que les portes du métro s'ouvrent à 8h, 0 secondes pile, c'est pas comme en France. Non mais voilà, c'est ça votre catube. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le YouTube Japon, dans la création de contenu autour du Japon. Et moi, j'ai envie de faire un petit pas de côté par rapport à ça. Et bien sûr, ça va être très intellectualisant et tout, mais c'est un projet qui me tient à cœur et auquel je réfléchis de façon parcimonique depuis plusieurs mois. Et j'ai des magnifiques images du Japon, en fait. J'ai vraiment passé, Alex, il en est témoin, on a passé notre temps pendant le mois de décembre à filmer des trucs. Et je veux que ces images me servent à ça. Là, j'ai la chance, du coup, d'avoir des images du Japon que je peux utiliser pour ce documentaire. C'est nous qui les avons prises, quoi. Donc, c'est une chance de fou. C'est aussi pour ça que je vous dis, si aujourd'hui, vous voulez me soutenir de façon consistante, en fait passez par Ko-fi, parce que le Ko-fi, moi, il m'aide beaucoup plus que les subs sur Twitch, parce que sur Twitch, Amazon me prend la moitié en fait des subs, alors que quand vous me mettez un 5 balles sur Ko-fi, je reçois les 5 balles, quoi. Et cet argent, il va du coup me servir très concrètement à continuer à payer Valentine sur les projets. Parce que là aussi, je vous mets dans mes rouages, mais Valentine, je l'avais recrutée sur une mission de 3 mois. Donc techniquement, à la fin du mois de mai, avec Valentine... après, je travaillerai seulement à la mission avec elle. Et donc, si je veux que ma création de contenu, elle puisse exister, que ces deux méta, à la fois en tant que prod et de créatrice de contenu, elles puissent exister, j'ai besoin de continuer à travailler avec Valentine, qui s'est très vite rendue indispensable. Je suis une tique, c'est dur de se débarrasser de moi, c'est clair. Donc très concrètement, quand vous me soutenez, quand vous me faites des dons sur Ko-fi, quand vous mettez votre Prime ici, c'est aussi un moyen pour moi de travailler de façon plus consistante sur mes projets en tant que créatrice de contenu, et notamment de m'aider à payer Valentine, quoi. T'as pas peur qu'on te dise le fameux argument, oui mais t'y vis pas, tu peux pas savoir, tu parles pas japonais, sorry de faire ma relou, mais tu vas y avoir droit. Oui bien sûr Maluquel, aucun problème. En fait, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve la posture de vulgarisatrice très intéressante de ce point de vue-là, parce que ça te permet de t'appuyer sur des recherches scientifiques validées.
non pas d'aller chercher que les ressentis de personnes qui vivraient là-bas, mais aussi de t'appuyer sur des données scientifiques, de sciences sociales, de sciences psychologiques qui sont étayées. Et en plus, moi, je vais prendre, je pense, toutes les pincettes nécessaires dans cette vidéo pour bien sûr venir raconter, moi, mon rapport à la culture japonaise, tout en expliquant que je n'y vis pas, effectivement. Et je trouverais que c'est vrai qu'il n'y a pas de commande Valentine, Birdseye, bien vu. Je trouverais que ces remarques seraient tout à fait légitimes et j'espère de la même façon que quand j'ai fait ma vidéo, quand j'ai fait le live et derrière les lives et les vidéos sur les situations des femmes au Japon et en Corée. Moi, j'ai trop kiffé les commentaires que j'ai eus sur ces vidéos-là, parce qu'il y avait des gens qui venaient étayer certains propos, ou il y avait des gens qui venaient au contraire remettre d'autres éléments en contexte par rapport à des choses que moi j'avais trouvées sur ces sujets-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit en fait, c'est en venant aussi se donner des éléments complémentaires, en venant se corriger quand c'est nécessaire. Il y a une façon de le faire, c'est juste ça, tu vois. En fait, si c'est des mecs qui viennent me dire tu racontes n'importe quoi, bah allez bien vous niquer, en fait. Il y a un moment, il y a une façon de dire les choses de façon... et notamment la façon correcte. Mais moi, j'ai aucun souci avec la critique par rapport à ça, quoi. Ce que je trouverais formidable, ce serait de réussir à le sortir à l'automne 2025. Je sais pas si c'est trop ambitieux ou pas, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup le sortir à l'automne 2025. Vous savez, moi, les créateurs et les créatrices de contenu que j'accompagne, le modèle économique qu'ils ont, il est pas... Il y a aucun secret, en fait. C'est très difficile d'obtenir des partenariats commerciaux sur ces sujets-là. Je sais que sur les sujets Japon, il y a 2-3 autres marques que je peux aller solliciter. Peut-être ça décrochera un 500 balles par-ci, un 500 balles par-là, tu vois. Faut que je le tente aussi, en me disant que c'est un projet qui est plus ambitieux. Je pense que je vais déposer, là, il y a un appel à projet, elles font YouTube, je pense que je vais déposer. Peut-être que je verrai pour un dépôt en septembre auprès du CNC, je verrai selon comment j'ai avancé. Mon but ultime, là, ce serait d'avoir le script à l'été, quoi. Et je vais en faire, faut que j'en fasse des tonnes en fait sur le Ko-fi, tu vois, faut que j'assume que le Ko-fi là, il servira à bosser sur mon projet documentaire, quoi. Voilà mon programme, le chat. On fait ça et en attendant, je vais aller bosser sur mes vidéos YouTube. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir mon travail, bah maintenant effectivement Ko-fi c'est le mieux, ça me permet de vraiment avoir des sous qui rentrent de façon constante et plus consistante, et ça me permet de payer mes équipes, donc Justin quand il m'aide à tourner, ma monteuse pour YouTube, et bien entendu Valentine qui travaille avec moi sur mes projets et notamment sur les recherches de vidéos, quoi. Merci pour vos retours aussi, merci pour votre enthousiasme sur les vidéos qui vont arriver, j'ai très hâte de vous les présenter. Vous imaginez pas, là, ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que c'est dans ma tête, mais j'ai tellement envie que ça sorte, enfin vraiment là je veux y aller, quoi, je veux y aller. Bisous, salut le chat, bisous. Sayonara, asu wa modoranai, kore wa anata ni okoshita negae.